Ce premier volet, relatif aux propriétés fonctionnelles des protéines végétales, sera consacré aux propriétés particulières de solubilité, d'abord, puis à leur capacité à former des systèmes de type émulsion ou de type mousse. Commençons par les propriétés de solubilité. Nous rappelons d'abord sur cette diapositive que les différentes classes de protéines végétales sont déterminées par leur solubilité dans différents milieux aqueux. Nous remarquerons aussi que la plupart des protéines végétales, comme celles présentes dans une graine, n'existent pas naturellement dans un environnement riche en eau. Par exemple, la structure très compacte des globulines végétales pourrait s'expliquer par leur confinement dans la graine. Par comparaison, les protéines de lait et d'œufs se trouvent dans des milieux fortement hydratés, à l'état de solution ou de suspension, ce qui peut expliquer des propriétés de solubilité bien différentes. La solubilité d'une protéine résulte d'un équilibre entre charge de surface et hydrophobie de surface, et donc de sa capacité à créer ou non des interactions avec les molécules d'eau. Si ces interactions sont insuffisantes, les interactions protéines-protéines sont favorisées et les protéines vont précipiter. Ceci est beaucoup lié à la charge des protéines qui augmente lorsque le pH s'éloigne de leur point isoélectrique. La solubilité augmente donc au pH extrême. On peut remarquer que les isolats commerciaux de protéines de poids présentent des profils classiques de solubilité avec le pH en forme de U, mais cette solubilité reste très faible même au pH éloigné du point isoélectrique. Cette faible solubilité résulte certainement d'une dénaturation des protéines lors des procédés de préparation des isolats. La formation d'agrégats protéiques sédimentables de grosse taille est responsable de cette perte de solubilité. Au laboratoire, en utilisant des conditions d'extraction douces, conservant au mieux l'état natif des protéines, nous pouvons obtenir des valeurs de solubilité qui parfois atteignent 100%. À l'écran, nous donnons l'exemple de protéines de poids, globulines et albumines. Par exemple, les albumines présentent un profil de solubilité assez indépendant du pH, avec une solubilité supérieure à 90%. Ceci démontre la forte affinité avec l'eau de ce type de protéines végétales. Sur ce graphique, nous observons la dépendance de la solubilité des globulines de poids à la présence de sel. Pour les différentes conditions de pH, la solubilité atteint un maximum par effet de salting in et diminue ensuite par effet de salting out. Comme déjà évoqué, la solubilité des protéines peut dépendre des conditions de préparation et de séchage des isolats protéiques. Nous voyons sur ces figures l'effet de différentes conditions de traitement pour différentes sources de protéines de légumineuses. Il est intéressant de noter que quel que soit le mode de préparation, les globulines de légumineuses présentent une forte insolubilité dans un domaine moyen de pH compris entre 4 et 6. Il semble donc préférable de travailler à des pH supérieurs à 7 et inférieurs à 3 pour exploiter au mieux les propriétés de ces protéines, au risque sinon de voir précipiter les protéines dans l'intervalle intermédiaire de pH. Dans le cas d'isolats commerciaux de protéines de poids, pour lesquels les protéines ont été agrégées lors de leur préparation, il est possible d'améliorer leur dispersibilité dans l'eau grâce à la réduction de taille des agrégats. Par exemple, une homogénéisation à forte pression, ici 1000 bars, a été appliquée à 3 isolats commerciaux de protéines de poids. La solubilité a été significativement augmentée pour tous les échantillons et pour tous les pH étudiés. En effet, l'application du traitement de haute pression dynamique permet de diminuer la taille des agrégats sous le seuil du micromètre, ce qui rend ensuite les particules protéiques nettement moins sédimentables. Maintenant, à l'écran, nous présentons les propriétés émulsifiantes et interfaciales d'un isolat commercial de protéines de poids. La courbe numéro 1 présente le profil de solubilité en fonction du pH dont nous avons déjà parlé.
La courbe numéro 2 représente la capacité émulsifiante, c'est-à-dire le pourcentage d'huile qui est capable d'émulsifier une certaine quantité de protéines. Nous pouvons remarquer que cette capacité émulsifiante évolue globalement avec le pH de façon assez similaire à celle de la solubilité. La capacité émulsifiante est minimum autour du point isoélectrique de la protéine. Il en est de même pour les paramètres présentés sur le graphique numéro 3. Ces paramètres représentent la tension interfaciale et le module élastique du film interfacial qui est constitué par la protéine à l'interface de l'huile et de l'eau. Ces paramètres, et surtout la rigidité du film interfacial, présentent aussi un minimum avec le pH au minimum de solubilité de la protéine. Enfin, la photo en bas à droite montre ce qui se passe lorsqu'on fait varier le pH d'une émulsion qui a été préalablement préparée à un pH très acide de 2,4. La remontée du pH provoque une déstabilisation de l'émulsion, appelée crémage, au moment du passage de la zone proche du pH isoélectrique de la protéine. Finalement, on peut dire que les propriétés observées sont assez conformes à ce qui est observé en général pour les autres protéines, notamment celles de lait ou d'œuf. Les propriétés émulsifiantes sont favorisées par des conditions de bonne solubilité qui permettent aux molécules de migrer aux interfaces entre l'huile et l'eau et de stabiliser celles-ci. Ainsi, les protéines végétales peuvent présenter un très bon pouvoir émulsifiant à la condition de leur solubilité. Pour s'en convaincre, regardons la diapositive suivante. Parlons donc de la mayonnaise sans œuf. La mayonnaise est habituellement une émulsion huile dans eau, assez ferme, où le jaune d'œuf est utilisé comme agent émulsifiant. La mayonnaise sans œuf, aux protéines de pois, fait actuellement les beaux jours d'une start-up aux États-Unis. Rien de bien sorcier là-dedans. De l'huile, de l'eau, des condiments, un peu de protéines de pois, de l'amidon comme agent stabilisant, et le tour est joué. Il a donc fallu juste un peu d'imagination aux créateurs américains qui aujourd'hui développent un laboratoire et une équipe de formulateurs pour proposer de nouveaux produits sans œufs sur le marché. Il paraît que l'omelette végétale sans casser d'œufs va bientôt arriver dans nos assiettes. Hélas, les protéines de pois n'ont pas les mêmes propriétés de coagulation que l'œuf. Nous reparlerons plus tard de tout ça. Donc l'entreprise travaille sur une autre source végétale, mais c'est pour l'instant un secret. Parlons maintenant de l'aptitude des protéines végétales à former des mousses. Prendre une petite mousse. Tout le monde connaît l'expression. En effet, la bière est un produit végétal fermenté dont la mousse est formée par la libération du gaz carbonique lors du service de la boisson. Les matières tensioactives, issues du malt de céréales ou du houblon, notamment des protéines, contribuent aux propriétés moussantes de ce produit. Critère de qualité recherché, cette mousse va disparaître après quelques secondes, voire quelques minutes. Bon pouvoir moussant mais faible stabilité, les protéines végétales? Avant de répondre à cette question, nous pourrons remarquer que parmi les mousses réalisées à base de protéines animales comme celles de l'œuf ou du lait, on peut distinguer des mousses grasses et des mousses de protéines. Tout le monde connaît les mousses de blanc d'œuf pour former des œufs à la neige ou encore de la meringue. Et tout le monde connaît aussi la crème chantilly. Pour comprendre ce qui peut être extrapolé aux protéines végétales, prenons d'abord le cas d'une mousse grasse laitière. Et regardons ce qu'il en est à l'échelle microscopique pour de la crème chantilly, par exemple, à gauche à l'écran. Nous pouvons ainsi remarquer que les bulles d'air y sont entourées de globules gras présents dans la crème laitière, et que ce sont ces globules gras qui vont stabiliser les interfaces lors du battage de la crème pour obtenir le produit mousseux qu'est la chantilly. Certes, les protéines jouent un rôle dans la stabilité des globules gras eux-mêmes et vont aussi se placer partiellement aux interfaces air-eau pendant la formation de la mousse, mais c'est surtout la matière grasse, en partie cristallisée, qui va permettre de stabiliser cette mousse laitière. À droite de l'écran, nous voyons qu'il en est de même pour la crème glacée
qui est un produit foisonné et dont la fraction volumique d'air dans le produit peut atteindre jusqu'à 60%. Nous avons déjà parlé des desserts glacés au soja, ce qui montre que les protéines végétales ont leur place dans ce type d'application. Dans le cas de ces produits, il faut aussi compter sur l'ajout de matières grasses végétales à bas point de fusion, comme l'huile de palme ou de copra, dont les propriétés peuvent se rapprocher de la matière grasse laitière. Nouvelle question. Est-il possible de réaliser des mousses de protéines végétales qui pourraient ressembler aux mousses de blanc d'œuf? D'abord, parlons des caractéristiques nécessaires que devraient posséder ces protéines pour atteindre cet objectif. En effet, pour la formation de la mousse, les protéines doivent d'abord être solubles, être suffisamment petites pour migrer rapidement aux interfaces et être suffisamment flexibles pour s'y déployer. Il s'agit aussi d'éviter la présence de lipides dans le milieu, car ceux-ci peuvent entrer en compétition avec les protéines aux interfaces et empêcher la formation de la mousse. Par ailleurs, pour assurer la stabilité de la mousse, ces protéines doivent être capables d'interagir pour former des films solides aux interfaces, voire des interconnexions dans la phase continue. Ces interactions permettront de prévenir le drainage et le mûrissement d'asphalte dans la mousse. Pour cela, les protéines, pour s'associer, doivent être plutôt hydrophobes ou peu chargées, donc proches du point isoélectrique, ou être en présence de sel. Enfin, il peut être souhaité une réticulation des protéines par l'intermédiaire de ponts disulfure SS, formés notamment lors du chauffage ou de la cuisson du produit. Il s'agit donc de rechercher des protéines riches en acides aminés soufrés, en particulier en cystéine, et c'est particulièrement le cas des protéines de blanc d'œuf. Nous voyons donc que les contraintes sont nombreuses et qu'il faut trouver les bons candidats parmi les sources de protéines végétales. Quels seraient alors les bons candidats parmi les protéines végétales? Nous répondons partiellement à la question en donnant deux exemples où la formation de mousse s'apparente à celle du blanc d'œuf. D'abord, nous parlerons du cas des protéines de pommes de terre. L'ingrédient protéique commercial tel que présenté à l'écran possède deux grades différents. L'un appelé HMW possède un point isoélectrique acide, tandis que l'autre, dénommé LMW, possède un point isoélectrique basique. Ces deux fractions protéiques de pommes de terre correspondent à des protéines bien différenciées et nous reviendrons dans une autre séquence sur la question de leur structure. Il est démontré par le fournisseur que ces protéines peuvent former des mousses assez analogues à celles du blanc d'œuf, qui ne s'effondrent pas ou peu lors d'un chauffage. Ces protéines présentent peut-être des similitudes avec celles du blanc d'œuf. Enfin, observons la mousse obtenue à partir du jus de cuisson de pois chiches. C'est vrai qu'il y a quelque chose de bluffant. Participation d'agrégats protéiques, participation des albumines végétales, participation de phospholipides issus de cette graine relativement riche en lipides. Je vous renvoie très modestement la question. Dans ce premier volet, consacré aux propriétés fonctionnelles des protéines végétales, nous avons montré, en résumé, qu'une bonne solubilité est nécessaire pour développer des propriétés technofonctionnelles intéressantes, que la formation d'émulsions à partir des protéines végétales est déjà exploitée industriellement, et que la formation, et surtout la stabilité, des mousses est encore en question.